Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la série Nous Entrepreneurs. Je suis Karim Majoub, je suis business coach, action coach de la firme Paris et je donne ici la parole aux entrepreneurs locaux pour qu'ils partagent leur histoire, leur apprentissage, leur expérience et comment ils préparent leur entreprise pour saisir les opportunités et relever les prochains défis. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Peyo Dubarbier, fondateur de Deal for Event et de Be Event. Bonjour Peyo et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Bonjour, enchanté. Ravi de partager ce petit moment avec vous. Très bien, parfait. Écoute, Péo, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Écoute, moi je m'appelle Peyo Dubarbier, donc j'ai aujourd'hui 48 ans. Le parcours entrepreneurial, après une quinzaine d'années en tant que salarié, a démarré en 2013 avec la création de la société Deal for Event, qui était ma première société, première expérience de créateur d'entreprise. Donc j'ai créé en 2013 Deal for Event, qui est une agence événementielle corporate. On organise des événements pour des grandes entreprises, en fait. On est mandaté par des entreprises pour organiser des événements. Et donc voilà, donc c'est une société qui a maintenant 10 ans. On a fêté notre anniversaire l'été dernier. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Une aventure magnifique parce que bah, voilà, j'ai eu la chance de réussir à développer cette structure. Même si c'était une première fois pour moi, j'ai réussi à éviter pas mal d'écueils pour arriver aujourd'hui à une boîte qui se développe très bien. On dispose aujourd'hui d'une trentaine de collaborateurs. Et puis, il y a quelques mois de cela, je me suis lancé dans une deuxième aventure entrepreneuriale en créant la structure Bevent. Pour laquelle je suis en procédure de levée de fonds que j'espère boucler au printemps prochain. Voilà. Très bien. Écoute, c'est très bien. Bah, bravo, hein, et ben, encore une fois, bon anniversaire. Peux-tu nous dire un peu plus sur, je veux dire, ce que tu proposes effectivement avec tes deux sociétés, ou si tu veux présenter l'une et l'autre, qu'est-ce que tu proposes comme service et quelle est ta proposition unique finalement de vente ou de valeur? Alors, pour Deal for Event, en fait, on propose l'organisation des événements pro que les sociétés ont besoin d'organiser dans leur quotidien. On parle d'événements internes, donc les séminaires des commerciaux, les kick-offs, finalement tous les temps forts qu'une société a besoin d'organiser pour rassembler ses différents publics. Nous, en fait, on est mandaté par cette société pour organiser et mettre en place tout ça. Donc, nous, on fait le lien avec une entreprise qui a au départ un brief, un cahier des charges, qui ne souhaite pas se préoccuper de l'organisation. Et donc, nous, on va s'occuper de cette organisation en travaillant ensuite avec des prestataires événementiels qu'on va faire travailler. Et donc, nous, on s'occupe de toute la partie coordination. Donc, voilà. Donc, il y a un travail de sélection des bons prestataires par rapport à un brief qui nous a été fourni. Et puis, un travail très important de coordination, de gestion de projet, pour faire en sorte que pour le client, ce soit le plus serein possible, en fait, que finalement, lui, il se place du côté des participants, en fait, et que tout soit fluide. Et nous, on s'occupe, on va dire, de la salle de machine pour que tout soit impeccablement organisé. Mhm. Donc voilà, donc je dirais que la valeur ajoutée d'une agence comme la nôtre, c'est avant tout du service, en fait, hein. Moi, je ne raconte pas d'histoire en disant que le fin mot, il n'y a pas d'innovation technologique derrière, c'est vraiment un métier humain sur lequel aujourd'hui les gens ont besoin d'accompagnement, de réactivité, du fait d'être toujours présent parce que un événement, c'est toujours source de stress. Donc, en fait, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est plutôt de la sérénité, comme je le disais avant. C'est d'avoir des gens qui sont des professionnels et qui vont être capables de coordonner ça de manière impeccable pour que eux, ils se posent le moins de questions possible et que finalement, tout soit super fluide et que les participants, in fine, de l'événement soient ravis. Voilà. Donc, nous, c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute, une compréhension précise des sujets à la base, des thématiques qui vont être abordées par l'entreprise, de ses objectifs. À chaque fois, les objectifs d'une société sont à chaque fois différents. Donc, nous, il faut qu'on reset à chaque fois, qu'on parte d'une page blanche. Et ensuite, évidemment, on bénéficie de notre expérience en termes d'organisation et de notre expérience en termes de réseau de prestataires. Maintenant, au bout de 10 ans, on sait, on a une grande expérience et un super réseau en termes de lieux événementiels, de traiteurs, de sociétés spécialisées dans tel ou tel domaine pour fournir la meilleure expertise à nos clients. Voilà.
Super. Et puis la deuxième structure, Bivent, alors là, c'est un sujet qui finalement rejoint la première, hein, puisque l'idée de Bivent, provient directement de mon expérience que j'ai eue à travers Deal for Event. L'événementiel, c'est le développement durable. C'est le fait de se dire que finalement, l'idée simple, c'est que l'événementiel, c'est un peu un mauvais élève du développement durable. Il est souvent vu comme source de pollution, de problèmes en termes environnemental, également de questions sociales. Et donc, l'idée simple, c'était de dire, demain, l'événementiel va devoir accomplir sa révolution et être capable de mettre sur pied des événements pour ses clients, mais en respectant un certain nombre de règles aujourd'hui, des règles RSE, hein, des règles de responsabilité, de durabilité. Et donc, moi, en tant que Deal for Event agent, je suis déjà impliqué là-dessus parce que mes clients me le demandent. Quand mes clients me le sollicitent pour organiser un événement, de plus en plus maintenant, ils me disent, mais, un, je veux que l'événement soit impeccablement organisé, Mhm. qu'il y ait l'effet waouh, que ce soit super. Mais deux, je souhaite que tout soit fait de manière responsable. Et donc, on a cette problématique-là. Et donc, le projet Bivent, c'est de proposer aux acteurs événementiels un outil pour qu'elles puissent appliquer dans leur quotidien, dans l'organisation des événements, des règles aujourd'hui issues des sujets du développement durable et de la RSE. Voilà. Donc, en fait, les Donc, deux complémentaire. entités ont un lien l'une avec l'autre. Mhm. Et donc, il y a une vraie logique, si tu veux, dans le parcours qui m'a amené aujourd'hui à réfléchir à la solution Bivent et à lancer cette nouvelle activité. Et en plus, c'est dans l'air du temps, en tout cas, effectivement. Et Et aujourd'hui, dans l'événementiel, quelles sont les évolutions de marché en ce moment avec tout ce qui se passe? Est-ce que ton secteur est touché? Comment évolue ton secteur d'activité? alors, en fait, moi, depuis 10 ans maintenant que je travaille sur ce secteur, j'ai souvent entendu plein de choses, tu sais, en termes de crise. On est passé par une crise chez nous majeure qui est le Covid, hein, parce Ouais. que faut dire ce qui est. Nous, en tant qu'activité, pendant 2 ans, on n'avait pas juste l'opportunité de faire notre métier, puisqu'il était impossible de rassembler des personnes. Mhm. Et à la base de notre métier. Mais finalement, et ça, c'est une des leçons, moi, de mon parcours, c'est la résilience et l'agilité, quoi. C'est-à-dire à chaque fois faire d'un problème une opportunité. Et donc, tu vois, quand le Covid est arrivé, on a commencé à développer des événements digitaux parce que les entreprises souhaitaient toujours garder le lien avec leurs clients, avec leurs collaborateurs. Il y avait Ouais. le télétravail qui s'était développé. Par contre, comme on ne pouvait pas faire de réunions physiques, on a organisé des solutions pour proposer des événements digitaux. Donc, tu vois, et ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que le sujet majeur, c'est la RSE, c'est le développement durable. Mhm. Aujourd'hui, comment faire notre métier, mais maintenant en respectant les règles en termes d'impact environnemental et social. Donc, je dirais que la tendance lourde aujourd'hui du marché, c'est cette préoccupation-là. C'est le Mhm. fait de se dire, moi, enfin, là, je me mets à la place d'un client, d'une entreprise. Euh, Mhm. Ma société est engagée dans une stratégie liée à la RSE, parce que Ouais. toutes les sociétés aujourd'hui ont en général en tant que pilier stratégique des prochaines années le développement durable. Mhm. Comment, quand j'organise des événements, donc finalement quand je prends la parole auprès de mes publics, que ce soit mon public interne avec mes collaborateurs ou mes clients, comment je fais en sorte d'être cohérent par rapport à ces engagements-là. Et Mhm. donc, il y a des questions qui se posent pour être capable de proposer des expériences attractives, mais en étant raisonnable, en n'étant pas bling-bling. Voilà. Mhm. Ça, c'est une vraie tendance, en fait, aujourd'hui, que tu vois dans la société d'une manière générale. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, c'est de mauvais ton aujourd'hui de faire n'importe quoi, de s'acheter des voitures qui consomment de la folie, de prendre des avions tous les 4 matins, etc. Ben, dans l'événementiel, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être capable de rassembler les gens, mais on va le faire de manière plus raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'expliquer qu'on va faire des efforts et qu'on est une boîte engagée socialement, et en Mhm. même temps, tu vois, de faire n'importe quoi en gaspillant des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Voilà. Donc D'accord. ça, je dirais que c'est cette tendance-là. Être capable de concilier attractivité, idée, créativité, et en même temps beaucoup de responsabilité sur la manière de travailler. D'accord, très bien. C'est très clair. Et j'aimerais revenir un petit peu sur toi en tant que chef d'entreprise.
Comment tu te vois sur le moyen long terme? Comment tu vois transformer ton entreprise? Comment tu vois évoluer ton entreprise d'ici quelques années? Quelle est ta vision par rapport à ton entreprise? Alors déjà, j'ai beaucoup d'humilité parce que ce que je veux dire, c'est que quand tu es un chef d'entreprise, la vision, c'est bien, mais il faut aussi considérer que ta vision, tu vas souvent la faire pivoter au fur et à mesure des aléas, des évolutions, etc. Moi, ma vision claire, c'est le développement durable. Donc voilà, donc au risque de me répéter, Mhm, ma position aujourd'hui, il y a deux axes, je pense, pour développer ma société de manière saine. mhm, Enfin, je dirais même trois axes. Le premier, c'est conserver l'ADN de la société. On a mhm, un ADN très fort avec un esprit de famille que j'ai réussi à développer. Moi, je viens du sport, en fait. Donc, j'ai très vite, dès le départ, essayé d'appliquer naturellement dans ma société les principes que j'avais appris, moi, en faisant du sport, en faisant de la compète, etc. mhm, Donc, des vertus simples de transparence, de solidarité, de confiance, de travail, etc. mhm, Donc ça, avec la croissance de la boîte, le défi, c'est de maintenir ce même ADN lorsque tu as 30, 40, 50 collaborateurs que quand tu en avais 5 ou 6. C'est mhm, plus difficile parce que tu peux avoir un risque de déperdition, tu peux avoir un risque de tomber dans, tu vois, les conséquences parfois de s'endormir, tu sais, face au succès, le fait de ne pas se rappeler grâce à quoi tu en es arrivé à ce point, etc. Donc, premier point pour moi, c'est conserver cet ADN. Le mhm, deuxième point, c'est les ressources humaines. mhm, Tout commence et finit avec les équipes. Et mhm, donc, d'autant plus dans mon métier où c'est un métier de service. Donc mhm, aujourd'hui, la clé, c'est de bien s'entourer, d'avoir une bonne équipe managériale et d'être bon sur les recrutements. Voilà. Ça, c'est totalement clé. Donc, il y a le fait de pouvoir continuer à avoir de belles compétences autour de soi, d'attirer des talents. Ça, c'est clé. mhm, Et puis, le troisième axe, là, c'est plus métier, c'est plus positionnement, activité. C'est la RSE et le développement durable. Parce que je crois que c'est le futur en fait de nos métiers. On n'est pas le seul secteur engagé là-dessus, mais mhm. je dirais quelqu'un qui travaille dans l'agroalimentaire va te dire aussi mon futur demain, c'est le développement durable. Quelqu'un qui travaille dans l'alimentation, il va te dire la même chose. Dans le textile, c'est pareil. Dans l'industrie, c'est pareil. Et nous, aujourd'hui, dans l'événementiel, c'est vrai parce que, encore une fois, on est on est au cœur d'enjeux réputationnels en fait pour les boîtes. Les boîtes qui organisent des événements, elles prennent encore une fois la parole, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, il est important qu'elles soient très, très cohérentes dans le message qu'elles véhiculent. Et donc là, il faut qu'elles montrent qu'elles sont exemplaires, qu'elles s'engagent, etc. Et donc, nous, on peut les aider là-dessus. Donc aujourd'hui, l'événementiel d'avant, qui ne se préoccupait absolument pas des sujets environnementaux ou sociaux, c'est terminé. Voilà. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Et effectivement, tu es parti sur la RSE, le développement durable, avec ta deuxième boîte en tout cas. Donc là, logiquement, c'est dans l'air du temps, ça va bien se développer. Enfin, en tout cas, j'espère. Est-ce que ça va changer ton rôle en tant que chef d'entreprise demain si tu arrives à lever les fonds et à bien développer ta deuxième boîte en plus de ta première? Est-ce que tu penses que ton rôle de chef d'entreprise va changer? Oui, il va évoluer, forcément. En fait, il a déjà beaucoup évolué. Tu vois, quand je vois mon parcours dans les 10 années de développement de ma société, Ouais. mon rôle, il a évolué. Au départ, tu fais beaucoup de choses toi-même, tu as peu d'équipe, tu dois être polyvalent. Enfin, tu vois, c'est un travail beaucoup de terrain, hein. Les premiers mois de ma boîte chez Deal for Even, j'avais un travail essentiellement de développement commercial, d'aller chercher des clients. Très pragmatique, quoi. Et puis après, petit à petit, tu commences à t'entourer, tu as les moyens aujourd'hui de créer une organisation. Et là, finalement, ton travail devient beaucoup plus celui d'un chef d'orchestre, celui de quelqu'un qui va essayer finalement, de mettre en place l'organisation, de travailler sur la stratégie, sur les process, sur les outils, sur le recrutement pour être entouré. Et donc, tu apprends à d'autres et tu transmets à d'autres la possibilité de faire ce que tu faisais avant. Donc aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance, si tu veux,
par conviction personnelle et par envie, Ouais. d'être déjà, dès le départ, ancré dans cette volonté. En fait, moi, j'ai toujours vu mon job plus comme un capitaine ou un chef d'équipe, si tu veux. C'est ça Mhm. qui me plaît, que comme un individuel qui allait faire le truc dans son coin et qui allait garder à lui, tu Mhm. vois, tous les trucs, garder les clients, garder les partenaires, etc. Mhm. En fait, c'est une évolution assez naturelle qui s'est faite avec le temps, mais que j'avais engagée quasiment dès le début. En fait, moi, j'ai très vite essayé de déléguer, j'ai très vite essayé de responsabiliser, et je crois que c'est la seule manière, si tu veux, pour après faire grandir. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand tu as 30 collaborateurs, et en plus aujourd'hui que je suis en train de créer une deuxième structure, Mhm. bah là, tu es obligé d'avoir un rôle qui est plus en altitude, si on peut dire, Mhm. vraiment de vision, de coordination et de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Si tu commences à tous les 4 matins gérer des projets au quotidien, être sur l'opérationnel, c'est Ouais. juste pas possible, ça ne fonctionne pas. Et en Mhm. plus, il y a une deuxième chose, c'est que et ça, je crois que c'est une conviction très profonde de comment réussir. C'est vraiment t'entourer, mais ensuite faire confiance aux gens. Mhm. Euh, il faut faire confiance. Ça veut dire que tu leur donnes des périmètres. Ben, le périmètre, tu le leur laisses, quoi. Tu vois, tu vas les guider, tu vas les orienter. Moi, c'est toujours ce que je leur dis. Je suis à disposition. Je suis toujours là si vous avez besoin de discuter, si vous rencontrez des difficultés. Mais ensuite, allez-y. Prenez vos décisions, faites vous-même vos erreurs, Ouais. euh, confrontez-vous vous-même à vos difficultés, parce que sinon, on n'apprend pas, quoi. Donc voilà, la suite pour le futur, ça va être de continuer ça Mhm. et d'aller encore plus loin là-dessus. Mhm. Je dirais que la levée de fonds, déjà, la nature de la levée de fonds de ma deuxième structure Bivent va faire que je vais, de toute façon, par définition, tout de suite passer dans un stade assez important de développement sur Mhm. lequel il va falloir tout de suite que je passe des stades de délégation et Ouais. d'être vraiment, tu vois, plus le CEO de la boîte, le représentant, Mhm. alors que chez Deal for Event, j'ai développé ma première boîte par autofinancement. Donc, Mhm. ça s'est fait beaucoup plus dans une continuité et pas à pas. Tu vois, il m'a fallu 10 ans à arriver de 0 à 30 collaborateurs. Mhm. For Event, cette année, on finit à 15 millions d'euros environ de volume d'affaires. Ouais. Alors que Bivent, c'est une autre approche, puisque la levée de fonds, par définition, fait que en quelques mois, je vais tout de suite avoir des moyens, si tout se passe bien, assez importants, pour tout Mhm. de suite positionner la boîte avec 30 ou 40 collaborateurs d'ici quelques mois. Donc, c'est un peu différent quand même dans la nature, dans la structuration de la boîte. Mais Mhm. par contre, les enjeux pour moi de délégation, de responsabilisation, de prise de hauteur par rapport à un schéma de développement de boîte restent les mêmes. Peut-être le même, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, j'ai l'impression que ce que tu dis là, c'est très lié au sport que tu pratiquais avant. Je ne sais pas quel sport. Est-ce que tu peux préciser quel sport tu pratiquais? Ouais, moi, en fait, l'originalité, c'est que enfin, j'ai fait 2 sports. J'ai fait Ouais, du foot, j'ai fait un centre de formation de foot de 17 à 20 ans ouais, au SCO d'Angers. Donc là, c'était très, très foot. Et à 20 ans, j'en avais marre. Enfin, cet environnement-là ne me plaisait pas. ouais. Moi, je viens d'une famille de rugbymen, je viens du Pays Basque. Et Mhm. donc, à 20 ans, j'ai décidé de tout plaquer et de commencer du rugby. Après, j'ai fait 20 ans de rugby. Ensuite, assez vite en compétition aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, sport collectif. Ouais, Sport collectif et il n'y a pas de hasard. ouais. Il y a dans l'idée, il y a je pense, euh, une manière de penser, un mindset qui est différent pour les gens qui ont fait des sports individuels que des gens qui ont fait des sports collectifs. Mhm. Euh, je le sais parce que j'ai fait aussi un peu quand j'étais plus jeune du tennis et j'avais du mal, quoi, parce que tu es seul. Moi j'aime bien l'idée de partager des choses, de te dire que sans l'autre, t'es pas grand-chose. Je trouve qu'en termes de valeur et d'enseignement, franchement, c'est directement transposable avec la vie d'un entrepreneur et l'aventure entrepreneuriale. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Il y a un bon parallèle entre les deux, effectivement. Peyo, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires?
Ça revient un petit peu à toi. Je veux dire, quelles sont les erreurs que tu aurais voulu éviter et comment tu conseillerais quelqu'un qui te dit aujourd'hui j'ai envie de lancer dans les affaires, quel conseil me donnerais-tu pour éviter les erreurs inutiles, quoi, hein, Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, écoute, si tu veux, je prends directement mon exemple. ouais. Première caractéristique, mais je trouve que moi, ça a été plutôt un atout, c'est que j'ai créé une boîte après des années d'expérience dans différents domaines en tant que salarié. Mhm. Je trouve déjà que c'est compliqué de créer une boîte comme première expérience, tu vois. Mhm. Les gens qui disent, moi, ma vocation, c'est d'être entrepreneur et voilà, c'est trop compliqué parce que créer une boîte, c'est être capable de maîtriser plein d'aspects différents parce qu'il y a la créativité, mais au départ, là, le concept, l'idée, etc. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses liées au quotidien. La gestion d'une boîte, la finance, les ressources humaines, le management, les outils, les process. Et donc, si tu veux, moi, je sais que je conseillerais euh, de développer une expérience déjà dans des domaines, de Mhm. toucher à plein de choses dans des boîtes, parce qu'on est plus fort quand on commence ensuite à se dire, allez, je me lance et je crée maintenant mon aventure et je lance mon aventure. Donc, le premier conseil, c'est ça. Le Mhm. deuxième conseil, c'est faire preuve d'humilité. Ne pas penser qu'on sait tout et que parce qu'on a une bonne idée, tous les autres, les commentaires des gens à l'extérieur sont idiots de principe et c'est moi qui ai la science infuse et j'ai la vérité. Au contraire, plutôt être vachement à l'écoute de tout ce qui peut se dire Mhm. parce que je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Entre ton idée de départ et ce que tu développes au fur et à mesure, il y a beaucoup de différences. On Mhm. pivote souvent, on évolue souvent. Et Mhm. la force, en tout cas moi, dans mon expérience, ça a plutôt été de bien écouter les premiers retours des clients, des contacts, de tout ça sur la vision que j'avais initialement pour changer et pour trouver le bon schéma que Mhm. j'avais raison tout de suite et j'ai foncé. Voilà. Ouais. On a Ouais. toujours l'image, tu sais, de l'entrepreneur un peu à la tapis, tu sais, qui a peur de rien, qui est sûr de lui, etc. Mhm. Moi, j'ai toujours pensé que le doute, c'était un bon conseil. Et qu'il faut certes de l'envie, de l'énergie, croire en soi, ça c'est sûr. Mhm. Et c'est pas mal à un moment donné de se remettre en question, c'est pas mal de se dire, mais là, le client, il m'a dit ça, plutôt que de penser qu'il a tort, est-ce que je peux pas faire évoluer mon modèle pour prendre en compte? Moi, j'ai beaucoup fait ça et ça a plutôt été hyper positif pour le développement de mes affaires et de mes projets. Donc voilà, donc agilité, résilience évidemment. Donc ça, c'est aussi les vertus du sport. Se remettre en question aussi, comme tu le disais à l'instant. Tu as des défaites, tu as des mauvais matchs, t'as des moments dans lesquels tu as des blessures. Et Mhm. donc, le sport t'apprend ça. Le sport t'apprend que tout n'est pas rose et tout n'est pas rose et qu'à des moments, tu es un peu en bas et puis il faut remonter, quoi. Et que tu apprends beaucoup plus dans ces moments-là au final que quand tu as plein de louanges et que tu es... Voilà. Bon, ça, c'est facile à dire. Après, quand tu y es et que tu vis l'aventure, c'est pas Mhm. facile. Mais je Ouais. sais que je pense que c'est vraiment la différence entre les entrepreneurs qui réussissent. Tu vois, Mhm. je suis parti, pour exemple, 2 ans aux États-Unis pour développer une filiale pour ma boîte à New York. Mhm. Euh, j'ai appris ça aux États-Unis, tu vois. Aux États-Unis, quand les gens pitchent sur des nouveaux projets, les investisseurs, les premières questions qu'ils posent, c'est combien de boîtes vous avez coulées, Oui, c'est ça. combien d'échecs vous avez eu. Ouais. Et pour eux, c'est un élément positif. Ils Mhm. voient toujours d'un œil un peu étrange les gens qui ne parlent que de succès. Mhm. Tu vois, le mauvais côté de l'image un peu que tu retrouves sur LinkedIn, où les gens, quand tu regardes leur parcours, tu as toujours l'impression que c'est juste génial, c'est toujours facile, c'est toujours ça. C'est pas ça la vraie vie. Et donc aujourd'hui, moi, je crois que, tu vois, j'ai appris ça aux États-Unis, ils adorent ça. C'est-à-dire que un entrepreneur qui n'a pas eu deux, trois échecs dans sa vie, ils n'aiment pas trop parce qu'ils se disent, putain, il n'a pas réussi à développer des choses supplémentaires Mhm. qui font qu'il est prêt maintenant à réussir parce que, il a vu les difficultés, il a développé des ressources pour les surmonter.
Et donc là, maintenant, il est plus costaud. Ouais. Ouais, pour eux, effectivement, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage et Ouais, en dessous de chef d'entreprise, effectivement. Alors que ouais. nous, peut-être en France, on est plus sur la culture de l'échec comme quelque chose de honteux. Mais Et tu sais, enfin, tu le retrouves vachement, hein, en France, on est dans une culture du parfait. À l'école, tu prends la parole, euh, on guette ton erreur. Mm. Par exemple, c'est pour ça qu'on est très mauvais dans les langues. Tu- on a tous les exemples de nos cours d'anglais ou d'espagnol sur lesquels bon, tu ne veux pas prendre la parole parce que tu sais qu'il faut sortir les phrases exactes, tu sais qu'il faut pas faire d'erreur. Mm. Là-bas, ils ont une autre culture qui est essaye, vas-y, fonce, tu vas te tromper, mais c'est pas grave, tu vas apprendre en fait. Et ça, je crois que ça, c'est une des grosses qualités de l'entrepreneur. C'est qu'il n'a pas peur d'essayer quand d'autres vont dire, ah mais attention, là, il y a un risque, là, il y a pas une certitude de réussir. Bah, c'est sûr, quand tu es entrepreneur, franchement, il n'y a jamais de certitude. Donc là, tu vois, je fais ma levée de fonds pour Bivent. J'ai réuni autour de moi une équipe pour réussir cette levée. Je suis très transparent avec eux sur le fait que bah, il n'y a pas de certitude qu'on réussisse, quoi. On se lance au début d'une course, mais tu sais, c'est comme l'appareil dans le sport où tu te dirais, tu commences le championnat, tu te dis, ouais, j'ai la certitude d'être champion. Ah, évidemment que non. Tu vas faire le max, tu vas te donner au max, et puis après, tu verras ce que ça donne. Mais donc voilà. OK. Pour finir les questions, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Peyo, sur tout ce qu'on s'était dit? Un mot de conclusion. Ouah, c'est difficile ça. Euh, non, mais je dirais que c'est ce que je dis aussi à tous les gens qui parfois viennent me voir pour avoir des conseils, tu vois, sur le parcours entrepreneurial. Moi, je les encourage par contre. Tu vois, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est une aventure extraordinaire. Alors, peut-être parce que ça marche, parce que voilà, donc c'est peut-être facile pour moi de dire ça, mais franchement, ce que je trouve génial à travers cette aventure, c'est ce que tu apprends sur toi à travers tout ça, en fait. Moi, c'est comme ça que je vis le parcours. C'est j'ai tellement en 10 ans appris sur moi, développé des choses en termes de développement personnel, qu'aujourd'hui, je le referai 100 fois ce parcours parce que je trouve que par rapport à ma vie de salarié, où tu es souvent un peu quand même cantonné à des choses, etc. Là, c'est un peu une ouverture totale sur des initiatives, sur des choses. Et voilà, plus l'aventure humaine que tu vis. Parce que moi, en 10 ans, j'ai créé des choses vraiment géniales avec les équipes, avec mes équipes, avec les gens qui, qui souvent m'accompagnent depuis vraiment le tout début. Moi, mon premier collaborateur chez Deal for Event, il est toujours à mes côtés, il est devenu mon associé, je l'ai associé à la boîte. Donc, tu vois, ça, ces parcours-là, ce gars-là, il a 35 ans, il a fait 10 ans avec moi. Donc, sa première aventure, c'est avec moi. Bon, ben, tu vois, c'est des aventures incroyables qui marquent, quoi. Il me disait la dernière fois, j'ai passé un tiers de ma vie à tes côtés, à avancer, etc. Ça, c'est hyper enrichissant. Et de voir tu vois, de voir moi, c'est ce qui me nourrit aussi, les ressources humaines, c'est-à-dire que de voir des jeunes, parce que moi, je recrute plutôt des équipes assez jeunes, que tu vois grandir dans ta boîte, au début, développer des skills, développer des compétences, grandir, et à un moment donné, tu leur permets bah, d'investir sur leur premier appart, sur leur vie, etc. Ça, c'est vrai que c'est super enrichissant. Donc, le message, si tu veux, s'il y a un message, c'est allez-y, créez des boîtes, foncez, parce que vous allez apprendre plein de choses sur vous. Et même si le succès n'est pas au rendez-vous sur votre boîte, vous allez en retirer plein de choses à titre personnel. Voilà. Très beau message. Merci, Peyo. On arrive à la fin de l'interview. Bah, écoute, merci Peyo pour ta participation sur Nous Entrepreneurs et merci de nous avoir partagé ton histoire, ton parcours, ton expérience, même si je suis sûr qu'on pourrait y passer pendant des heures et des heures pour en parler. Mais en tout cas, merci pour ce que tu as apporté à notre communauté d'entrepreneurs. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews inspirantes d'entrepreneurs comme Peyo. Pensez à vous abonner et à commenter les épisodes et je vous dis à bientôt. À bientôt, Peyo. Merci. Ciao.